Dada. Dada. La Première Guerre mondiale est une guerre totale. Toutes les ressources, humaines, technologiques, industrielles et financières, sont consacrées à la destruction. C'est en plein cœur de cette guerre qui ensanglante l'Europe depuis 2 ans que de jeunes artistes et poètes, originaires de toutes les nations belligérantes, vont pousser un cri de révolte contre les sociétés capables d'engendrer une telle boucherie. Ce cri se nomme Dada. 2 syllabes élémentaires, compréhensibles dans toutes les langues, pour un mouvement artistique et littéraire bruyant, contestataire et iconoclaste. Dada a été un phénomène spirituel, une explosion créatrice dans tous les domaines de la pensée et des arts plastiques qui a révolutionné l'art du XXe siècle. Car parmi les dadaïstes se trouvent quelques-uns des plus grands noms de l'art moderne. Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, Max Ernst, Jean Arp, Raoul Haussmann et bien d'autres. Dada n'a pas vécu très longtemps. Il n'était pas fait pour durer. Il est né en 1916 et il est mort à l'âge de 7 ans, en 1923, juste avant d'atteindre l'âge de raison. Ce mouvement éphémère n'en finit pas de fasciner les chercheurs. Un ouvrage, le Dada Globe, qui devait réunir en 1921 les écrits et les œuvres des dadaïstes du monde entier, va enfin voir le jour en 2016. Alors, Dada est-il vraiment mort? Dada est mort, das haben viele schon gesagt. Tant qu'un mouvement artistique inspire d'autres artistes, je pense que le mouvement n'est pas mort. Dada siegt. Dada will live forever. Dada is energy. Dada is the best lily milk soap in the world. The goal of Dada was to rethink everything. Who is Dada? Da. Da. An ever-present God challenging the intellect, the aesthetics, and the visual presentation of everything. Tout commence à Zurich en 1916. La Suisse est un îlot neutre au milieu d'une Europe à feu et à sang. Pendant que les soldats français et allemands s'étripent à la baïonnette sur les champs de bataille de Verdun, la vie coule dans cette ville qui sert de refuge aux réfractaires à la guerre. Parmi eux, un couple allemand, Hugo Ball, pianiste et écrivain sans le sou, et Amy Hennings, pacifiste convaincue, poète et chanteuse de cabaret, s'installent dans un lieu minuscule qu'ils baptisent le Cabaret Voltaire. Ils sont très vite rejoints par une bande de jeunes intellectuels qui se retrouvent là, eux aussi, pour fuir la guerre. Tristan Tzara et Marcel Janco, 2 jeunes étudiants roumains. Jean Arp, artiste alsacien. Sophie Taiber, seule Suissesse du groupe, artiste et enseignante aux arts déco. Et Richard Hulsenbeck, allemand, poète et batteur, fasciné par les rythmes de la musique noire qui commence à infiltrer l'Europe. Un siècle plus tard, le Cabaret Voltaire existe toujours. Ce lieu alternatif est dirigé par Adrian Notz, qui tente d'y perpétuer l'esprit Dada. Le Cabaret Voltaire a été inauguré le 5 février 1916, ici même, Cabaret Voltaire. Pour mieux comprendre le contexte de l'époque, Hugo Ball le disait très joliment. La Suisse est une cage à oiseaux entourée de lions rugissants. Beaucoup d'intellectuels et d'artistes sont venus en Suisse du fait de la Première Guerre mondiale qui sévissait tout autour de la Suisse. Hugo Ball et Amy Hennings sont arrivés à Zurich en 1915. Et ils avaient déjà des contacts avec des gens issus de milieux politiques, des socialistes, des pacifistes, des anarchistes.
et aussi avec des nudistes et des végétariens. À cette époque, être végétarien, c'était révolutionnaire. L'afflux massif d'étrangers fuyant la guerre provoque une métamorphose de Zurich. Il faut bien loger, nourrir et divertir cette vague d'immigration. De nombreux petits cabarets éclosent pour attirer cette nouvelle clientèle. Parmi eux se trouve le nouveau cabaret Voltaire, situé dans une ruelle du quartier populaire de Zurich. Le public, très hétéroclite, est composé de toute une faune venue là pour boire et s'amuser. Étudiants, artistes, espions à court d'informations, fomenteurs de révolution. Même Lénine, en exil à Zurich, fréquente le cabaret Voltaire. Les murs sont couverts d'œuvres d'art des amis de la bande, Picasso, Kandinsky, Léger, Matisse et autres. Chaque soir, Hugo Ball, Amy Hennings et leurs amis organisent conférences, lectures de poésie, concerts, danses, le tout imprégné d'un profond esprit de révolte. Mögen Menschen eilen und streben, heut fällt der Regen noch trüber. Wir treiben haltlos durchs Leben und schlafen verwirrt hinüber. Notre cabaret est un geste. Chaque mot qui est chanté ou prononcé signifie que cette époque avilissante n'a pas réussi à forcer notre respect. D'ailleurs, qu'a-t-elle de respectable ou d'impressionnant? Ces canons, notre grand tambour les rend inaudibles. Son idéalisme, il fait rire depuis longtemps. Les grands festins de boucherie, les exploits héroïques du cannibalisme, notre folie délibérée, notre enthousiasme pour l'illusion les anéantiront. Pendant qu'au loin le canon grondait, nous nous dépensions à chanter, à peindre, à coller et écrire des vers. Nous étions à la recherche d'un art élémentaire qui guérirait les hommes de la folie furieuse de l'époque. On se demande toujours quand le nom Dada a été inventé. Il est né en avril 1916, ici, au cabaret Voltaire. On ne sait pas exactement qui l'a inventé. Il existe de nombreuses légendes à ce sujet. Mais ce qui est intéressant avec le terme Dada, c'est que c'est un mot que tout le monde peut dire. Et c'est peut-être aussi le premier mot que l'on dit. Dada, Mama. Dada était juste un mot, pas un mouvement artistique. C'était une attitude. Pas dadaïsme, juste Dada. Le langage, ce n'est rien. Et grâce à un mot qu'il n'est peut-être même pas nécessaire de prononcer, leur but était de changer le monde. Le mot Dada a son origine dans le dictionnaire. En français, cela signifie cheval de bois. En allemand, va te faire voir, au revoir, à la prochaine. En roumain, oui, en effet, vous avez raison, c'est ça, d'accord, vraiment, on s'en occupe. Un mot international. Un mot seulement, et ce mot comme mouvement. Ce mot qui ne signifie rien est en réalité tout un programme. Dada prend l'offensive contre la bêtise humaine. Il attaque l'un des fondements mêmes de la société, le langage. Le langage doit être pulvérisé, car il incarne l'entité nationale. Da, da, ces deux syllabes, ni roumaines, ni françaises, ni allemandes, ni anglaises, existent au-delà des langues. Dada met l'internationalisme au tout premier plan.
C'est une révolution dans une Europe où les nations se déchirent. Zara et Janko parlaient le roumain et le français. Et par la suite, ils ont un peu appris l'allemand. Hugo Ball, Richard Hulsenbeck et Amy Hennings sont allemands. Jean Harpe passait sans problème du français à l'allemand. Et Sophie Taiber-Harpe parlait le suisse-allemand. Il y avait donc un mélange de langues. Et on devait faire en sorte de se comprendre. C'est en réalisant que l'on pouvait se comprendre sans qu'il n'y ait de langage, ou plutôt sans qu'il n'y ait de mots, que les dadaïstes ont commencé à disloquer, à détruire le langage, à écrire des poèmes phonétiques, ou alors à utiliser tellement de mots qu'on ne comprenne plus rien. Ahoi, ahoi! Des Admirals gebirgtes Beinkleid schnell zerfällt. Le cheval dans Der Pappen macht Ravagen in der Nacht. L'Amiral cherche une maison à louer. L'Amiral cherche une maison à louer est un poème simultané, à 3 voix. Et ce qui est beau, c'est qu'il est en anglais, en allemand et en français. Très intéressant, les griches. Ce qui est intéressant, ce sont justement les 3 langues qui étaient en guerre. Et ces 3 langues se combattent. C'est comme une sorte de massacre. Der Nylonlöwe ist kein Schwan. Le télégraphiste assassiné. Wer Wasser braucht, findet La im Klosett. concierge qui m'a trompé. Et la Meistens, was er nötig hat. Ahoi, juhe! Ahoi, juhe! Le simple fait de juxtaposer des langues ennemies est une provocation dans une Europe où l'état d'esprit est aux valeurs guerrières. Les fantaisies des dadaïstes réfugiés à Zurich n'ont pas de limite dans l'impertinence. Elles sont bruyamment orchestrées en réaction à l'apocalypse du monde extérieur. Le profond dégoût qu'éprouvent les dadaïstes envers le monde qui les entoure les pousse à faire table rase des valeurs en place dans toutes les formes d'expression. Ils veulent retrouver le principe de liberté absolue dans l'art, en travaillant les formes élémentaires qui conduisent à l'abstraction, en chérissant le hasard, révélateur de l'inconscient, et en s'intéressant à d'autres cultures et d'autres spiritualités dénigrées par les Européens. C'est le cas du peintre Marcel Janko, qui s'inspire des cultures océaniennes et africaines. Et c'est avec du carton, du papier, du fil de fer et des étoffes qu'il confectionne des masques comme un art primitif, magique et organique. Un soir, Marcel Janko est arrivé avec ses masques. Chacun de nous a voulu en essayer un. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Les masques imposaient des gestes précis qui frôlaient la démence. Ils nous poussaient à nous mouvoir dans une danse tragique et absurde, comme dans un ballet bizarre. Jusqu'à la folie, jusqu'à l'évanouissement. La transe est une composante essentielle des performances dada en quête de sensations. C'est aussi ce que recherche Hugo Ball, anarchiste et mystique tout à la fois, quand il interprète ses poèmes phonétiques, suite de syllabes dénuées de sens, comme si le mot devait retrouver son alchimie première, le son. Le 23 juin 1916, Hugo Ball est apparu dans ce costume d'évêque. Il appelait cela un costume cubiste. Il l'avait confectionné lui-même, probablement avec l'aide de Marcel Janko, et il avait dit à Tristan Tzara que ce soir-là, il allait réciter des poèmes phonétiques dans ce costume. Je crois que cette apparition d'Hugo Ball avec ce costume d'évêque magique,
est sans doute l'événement le plus important du cabaret Voltaire et des débuts de Dada. Jolifanto bamblao falli bambla grossigam fablaurem anlogobum blagobum bosofadaka. Hey, Tadagorem, Eshiget sumpata, Volloboso podo, Les frasques du cabaret Voltaire ne durent pas très longtemps. Quelques mois à peine. Il ferme ses portes à cause d'une simple plainte pour tapage nocturne. Il aura duré moins longtemps que la bataille de Verdun. Hugo Ball quitte Zurich pour poursuivre sa quête mystique à la campagne. Il s'éloigne de Dada, mais les autres continuent à faire des pieds de nez au canon. Pendant que tout autour de la Suisse, la guerre n'en finit pas et terrasse toute une génération, les dadaïstes organisent des événements farfelus dans tous les coins de la ville. Chacun y va de sa performance et de sa voix singulière, car chez Dada, pas de président ni de présidente. Adieu la hiérarchie. Individualisme, liberté, polémique sont des maîtres mots chez ces jeunes agitateurs. Il n'y a pas un manifeste Dada, mais autant de manifestes que de dadaïstes. Le plus jeune d'entre eux, Tristan Tzara, roumain, n'a que 21 ans quand il écrit en français, quelques mois avant la fin de la guerre, son manifeste Dada 1918. Une œuvre poétique majeure, un coup de fouet qu'il fait claquer joyeusement et violemment et qui contient en germe toute l'évolution ultérieure du dadaïsme. Un texte qui va séduire par-delà les frontières le jeune André Breton. Un texte qui propulse Dada dans l'histoire. Il nous faut des œuvres fortes, droites, précises et à jamais incomprises. Maria, la logique, l'art vivrait dans l'inceste, se forniquant en lui-même. La morale a déterminé la charité et la pitié. Deux boules de suif qui ont poussé comme des éléphants et qu'on nomme bonnes. Elles n'ont rien de la bonté. La bonté est lucide, claire et décidée, impitoyable envers la compromission et la politique. Sentimentalité. En voyant un groupe d'hommes qui se querellent et s'ennuient, ils ont inventé le calendrier et le médicament sagesse. En collant des étiquettes, la bataille des philosophes se déchaîna et l'on comprit une fois de plus que la pitié est un sentiment. Comme la diarrhée, en rapport avec le dégoût qui gâte la santé, l'immonde tâche des charognes de compromettre le soleil. Je proclame la lutte acharnée avec tous les moyens du dégoût dadaïste. Tout produit du dégoût susceptible de devenir une négation de la famille est Dada. Protestation au point de tout son être en action destructive. Dada. Abolition de la logique, danse des impuissants de la création. Dada. Chaque objet, tous les objets, les sentiments et les obscurités, les apparitions et le choc précis des lignes parallèles. Dada. Abolition de la mémoire. Dada. Abolition de l'archéologie. Dada. Abolition des prophètes. Dada. Abolition du futur. Dada. Liberté. Dada. 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 Hurlement des douleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences. La vie. Da 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 da. Oh fifi zoda fifi fi 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 fa fa. Oh fifi zoda fifi fa fi fa fi fa fi fa. L'armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale.
Dada n'a plus de raison de rester à Zurich. Il explose dans le monde entier. Dada se développe à New York avec Man Ray et Marcel Duchamp. Il se propage à Berlin, où juste après la guerre, il se revendique résolument anarchiste autour de Raoul Haussmann, Anna Hösch et Johannes Bader, rejoints par Richard Hülsenbeck. À Cologne, où Jean Arp retrouve Max Ernst et Johannes Bargeld, Dada est troublant, virulent et insolent. À Hanovre, il est incarné par un seul homme, Kurt Schwitters. À Barcelone, aux Pays-Bas et même au Japon, des événements Dada font parler d'eux. À Paris, il explose avec Tristan Tzara, qui est accueilli chaleureusement par André Breton, Philippe Soupeau, Paul Éluard, Georges Ribemont de Seigne ou Francis Picabia. En 1919, les grands de ce monde signent le traité de Versailles qui redessine l'Europe. La chute des grands empires accouche de milliers de kilomètres de frontières nouvelles. L'Europe devient morcelée, difficile de circuler, de communiquer, d'échanger. Pourtant, dans cette époque où Internet n'existe pas, les dadaïstes parviennent à créer un véritable réseau. Ceux qui ont mis l'internationalisme au premier plan refusent les frontières et les fils barbelés. Les dadaïstes ont utilisé les médias de masse. Ils ont publié beaucoup de revues. Ces revues ont été l'un des principaux moyens de communication de Dada. Elles ont formé un véritable espace pour la promotion de Dada, car ces revues attiraient énormément l'attention. Les revues Dada apparaissent dans le monde entier et circulent d'un pays à l'autre. Les dadaïstes y publient manifestes et déclarations intempestives qui attirent les foudres de la censure et entraînent souvent des interdictions de publication. Ces revues affichent une liberté impertinente et créatrice dans la mise en page et dans la typographie. Après la poésie phonétique, voilà qu'ils inventent le poème mathématique. Dada DJ. 13 durch 7 ist 1,85714288. 5,0. 50, 10, 30, 20, 5,9. 16, 305. Quoi de mieux qu'égrener des chiffres et des nombres pour réagir au bilan absurde et dément de la Première Guerre mondiale? 300 000 gueules cassées en Europe, 9,5 millions de morts et disparus, 1 milliard d'obus tirés. Ceux qui, dans leur première jeunesse, n'ont vu que mort et destruction. Ceux qui ont survécu à ce cataclysme de stupidité qui semblait ne jamais prendre fin, se sont tournés vers la vie avec une sorte de fièvre. Nous voulions aimer la vie. Le pire était d'être mort. Les dadaïstes prennent leur rire au sérieux. Ils ne se contentent plus de changer la peinture et le rythme des vers. Ils veulent vivre et insulter le monde. Tout comme le poète français Philippe Soupeau, l'artiste allemand Raoul Haussmann, poète, danseur, sculpteur, photomonteur, affirme farouchement cette nécessité de jouir de la vie. Nous voulons rire, 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 rire et faire ce que nous voulons. Nous voulons être des amis de ce qui est le fouet pour fouetter l'homme assis. Nous vivons pour l'incertitude. Nous ne voulons ni du sens ni des valeurs qui flattent le bourgeois. Nous voulons les non-valeurs et le non-sens. Nous voulons créer nous-mêmes notre monde nouveau. Le nouveau monde Dada dit merde à tout avec brio. Dada fustige tous les académismes et tous les ismes en général. Il crache sur le cubisme, sur le futurisme, sur l'expressionnisme, sur les écoles d'art, qu'elles soient classiques ou d'avant-garde. Car Dada refuse le statut d'école littéraire ou de doctrine esthétique.
Dada est une attitude. Dada est protestation. Dada est illogique. Dada démolit tout. L'année 1920 marque l'apogée du mouvement. De Cologne à Berlin, en passant par Paris, partout où les dadaïstes s'exposent, Dada se veut toujours plus destructeur, plus insensé, plus subversif. Que pouvions-nous faire, nous, ces jeunes gens en colère, sinon démolir tous les fondements de la civilisation occidentale, à commencer par le culte de la raison, de la logique, de la morale chrétienne, du langage conventionnel, de la beauté conventionnelle, de la poésie conventionnelle, en un mot, de la conventionnelle stupidité. Mes œuvres de cette époque n'étaient pas destinées à séduire, mais à faire hurler. C'est avec la ferme intention de faire hurler le public que Max Ernst organise à Cologne, avec 2 autres perturbateurs, ses amis Jean Arp et Johannes Bargeld, une exposition d'un genre nouveau. Son insolence va provoquer la colère des visiteurs qui iront jusqu'à saccager le local et piétiner les œuvres exposées. Pour accéder à cette exposition, il faut d'abord traverser les toilettes, puis emprunter un couloir dont les murs sont recouverts de pages de livres de sciences naturelles. À l'entrée, une jeune fille en costume de communiante chantonne des vers paillards. Die Strümpfchen und die Schuhe, die Kleider und die Zuh, die rauben mir die ganze Nacht die Ruhe. L'exposition a lieu dans une cour intérieure. Dans un coin, Johannes Bargeld a placé un aquarium rempli d'un liquide rouge comme du sang. Au fond de l'aquarium, un réveil matin, tandis qu'à la surface flotte une chevelure de femme et le bras d'un mannequin. Le moulin à os des coiffeurs non violents est un collage en relief qui utilise des vieilles bobines de fil, du fil de fer, des restes de coton, des membres de poupées, des rouages de montres et toutes sortes de choses que l'on trouve plutôt dans des poubelles. Un article paraît dans la presse et traite Max Ernst d'imposteur. Quant aux collages accrochés au mur, ils sont qualifiés d'obscènes. Max Ernst et Johannes Bargeld sont convoqués par la police. L'exposition est fermée pour cause de pornographie. Mais les dadaïstes ne se laissent pas faire. Et après démarches et réclamations, l'exposition est réouverte et ils placardent partout des affiches victorieuses. Dada triomphe. Dada Sieg! Dada triomphe! Dada triomphe! Dada triomphe! Dada triomphe! Dada triomphe! Dada triomphe! Pendant qu'une poignée de dadaïstes triomphe à Cologne, les positions nationalistes se développent partout en Europe. En France, les idées patriotiques, chauvines et xénophobes florissent. Et certains journalistes voient d'un très mauvais œil ces dadaïstes, ces jeunes nihilistes qui refusent tout ordre moral et prônent plus que jamais l'internationalisme. Le Gaulois est un journal conservateur, lu par la bonne société et la haute bourgeoisie française. Il dénonce une offensive du désordre contre l'ordre et accuse Dada de tous les maux, dont le pire, celui d'être allemand. Nous voudrions être sûrs qu'il n'y a pas quelque part un air Dada qui encourage de son mieux cette remarquable entreprise de dégradation contre la mentalité française, le prestige français, l'influence française, bref, tout ce qui est le plus purement français. Le brillant Georges Ribemont de Seigne, écrivain, peintre et musicien, Dada de la première heure, répond à ce pamphlet nationaliste par un article qu'il intitule Dadaland. On accuse Dada d'un crime, être allemand. C'est une croisade. Dada n'est pas français, mais il n'est pas allemand, il n'est d'aucun pays. C'est une maladie vengeresse. Un fléau. Soit. La dorure va s'écailler. La française comme tout autre. Évidemment, messieurs, si vous craignez pour la morale de vos femmes... Oui. L'éducation de vos enfants, la tranquillité de vos cuisinières et la fidélité de vos maîtresses, la solidité de vos fauteuils, de vos pots de chambre et de l'ordre établi, l'organisation de vos maisons de passe et la sûreté de votre État,
Vous avez raison. Mais qu'y faire? Vous êtes pourri et le feu est allumé. Des étincelles d'espoir et de liberté embrasent le Paris d'après-guerre. Pour toute la jeunesse qui ne marche pas dans les rangs, la Marseillaise ne donne plus envie de se lever. Paris des années folles de l'intellectuel, là où il faut être quand on est artiste, écrivain, poète ou philosophe. On se retrouve dans les cafés, on discute, on change le monde. Les femmes s'émancipent, raccourcissent leurs jupes et se coupent les cheveux. Une frénésie culturelle s'empare de la capitale. Le jazz anime les nuits. Paris est cosmopolite, n'en déplaise à certains. Montmartre et Montparnasse deviennent les deux quartiers emblématiques des arts et des lettres. Mais les dadaïstes, qui sont en conflit même avec les avant-gardes, préfèrent se retrouver dans le passage de l'Opéra, dans un petit bistrot excentré des quartiers à la mode, le Certa, où ils sirotent des cocktails dada. C'est là que Marcel Duchamp, débarqué de New York, rencontre pour la première fois les dadaïstes parisiens. C'est au Certa que le jeune André Breton, dadaïste bien avant d'être surréaliste, réfléchit avec Tristan Tzara comment créer du scandale, insulter les bourgeois, désacraliser les œuvres d'art. Francis Picabia n'hésite pas à se moquer de Cézanne, Rembrandt et Renoir, qu'il traite de nature morte. Oui, également, oui, non. Il communique par voie de presse, à l'aide de tracts et d'affiches, usant de slogans à tort ou à raison. Dada. Oui. À Paris en 1920, le mot dada, synonyme de provocation, est sur toutes les lèvres. Ce qui est intéressant avec Dada, c'est qu'ils organisaient des événements, avec des lectures, des poèmes, mais également avec de la danse, ainsi que des petites pièces de théâtre et de la musique. Et de ce point de vue, c'était quelque chose de vraiment tout à fait nouveau, car l'art n'avait plus lieu seulement dans un tableau ou dans un texte, ou dans une sculpture ou sur scène, mais au sein de l'événement. Le 27 mars 1920 est une date mémorable dans le calendrier Dada. À Paris, au théâtre de la Maison de l'Œuvre, la foule se presse pour assister aux dernières créations des dadaïstes. Le programme est alléchant et propose des sketchs, des lectures de manifestes, des pièces de théâtre et de la musique au piano. Le pas de la chicorée frisée succède au ventriloque désaccordé. Le serin muet précède le manifeste à l'huile. Et le manifeste cannibale, écrit par Francis Picabia et lu par André Breton, est accompagné au piano par Marguerite Buffet. Vous êtes tous accusés. Levez-vous. L'orateur ne peut vous parler que si vous êtes debout. Debout comme pour la Marseillaise, debout comme pour l'hymne russe, debout comme pour le God Save the King, debout comme devant le drapeau. Vous vous êtes tous rassis? Tant mieux, comme cela vous allez m'écouter avec plus d'attention. Que faites-vous ici, parqués comme des huîtres sérieuses? Car vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Sérieux, sérieux, sérieux jusqu'à la mort. La mort est une chose sérieuse, hein? On meurt en héros ou en idiot, ce qui est la même chose. Il n'y a que l'argent qui ne meurt pas. Il part seulement en voyage. Argent, respect des familles. Honneur, honneur de l'argent. L'homme qui a de l'argent est un homme honorable. L'honneur s'achète et se vend comme le cul. Le cul représente la vie, comme les pommes frites. Et vous tous qui êtes sérieux, vous sentirez plus mauvais que la merde de vache. Dada, lui, ne sent rien. Il n'est rien, rien, rien. Il est comme vos espoirs, rien. Comme vos paradis, rien. Comme vos idoles, rien.
Comme vos hommes politiques, rien. Comme vos héros, rien. Comme vos artistes, rien. Comme vos religions, rien. Sifflez, criez, cassez-moi la gueule, ouais. Je vous dirai encore que vous êtes tous des poires. Dans 3 mois, nous vous vendrons, mes amis et moi, nos tableaux pour quelques francs. Le scandale et la provocation étaient des figures de style des dadaïstes. Et à Paris, les gens venaient avec des œufs et des tomates, et même avec des entrecôtes, pour ensuite les balancer sur la scène. Donc, le scandale est revigorant. Pendant que Dada fait scandale à Paris, où la vie intellectuelle a repris ses droits, dans l'Allemagne vaincue, l'esprit n'est pas à la fête. Le pays est surendetté et doit faire face à une grave crise politique et économique. Une partie de la population est en état de privation matérielle. Pauvreté et exclusion sociale se développent. À Berlin, dans l'élan de la révolution bolchevique, des révoltes populaires éclatent, encadrées par les spartakistes, le nouveau parti d'extrême gauche de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Les dadaïstes berlinois sont issus de ce terreau révolutionnaire. Eux aussi descendent dans la rue, créent un conseil révolutionnaire dadaïste, élaborent des programmes d'action extravagants avec, entre autres, la réquisition des églises pour des performances dada. Mais qu'ils soient de France, d'Allemagne ou d'ailleurs, le refrain des manifestes et des actions des dadaïstes est le mot « rien ». Car l'objectif de Dada n'est pas une reconstruction sur de nouvelles valeurs, mais un grand nettoyage pour aboutir à rien. Nous vivions dans un monde qu'aucune personne qui est un peu sensible ne pouvait accepter ou approuver. Anna Hösch est une figure discrète du dadaïsme berlinois. Pionnière avec Raoul Haussmann dans l'art du photomontage et du collage, elle utilise ces techniques avec un sens satirique aiguisé. Coupe au couteau de cuisine à travers la dernière époque culturelle du ventre à bière allemand est une œuvre spectaculaire et satirique qui porte un regard décalé sur tout ce que la société allemande compte de personnalité en vue. La section des antidadaïstes avec sa brochette de politiciens. L'ex-empereur Guillaume II, responsable d'avoir mené l'Allemagne vers cette guerre désastreuse. Le maréchal Hindenburg, chef du grand état-major de l'armée impériale. Le nouveau président de la jeune République de Weimar, Friedrich Ebert, social-démocrate, qui vient d'organiser dans le sang la répression de la révolution spartakiste. Anna Hösch ironise avec les questions de genre et se régale à mélanger allègrement les corps des uns et les têtes des autres. Albert Einstein est entouré de slogans « Placez votre argent dans Dada ». Le vaste monde Dada est annoncé par la petite tête de Karl Marx. On y trouve les dadaïstes George Gross et Wieland Hersfeld. Johannes Bader, entouré des têtes de Lénine et de Karl Radek, leader du Parti communiste allemand. Une carte de l'Europe met en lumière les pays où les femmes n'ont pas acquis le droit de vote. Dans la dernière section, Karl Liebknecht, qui vient d'être assassiné après sa participation à la révolution spartakiste, scande « Adhérer à Dada ». Ce collage est la plus grande pièce exposée à la Foire internationale Dada, l'événement Dada majeur de l'année 1920 à Berlin.
L'exposition est organisée par les 4 dadaïstes les plus virulents de la ville. George Grosz, Raoul Haussmann, Johannes Bader et John Hartfield. Les murs sont constellés de slogans qui ont autant d'importance que les œuvres d'art. Ils donnent le ton d'une exposition peu ordinaire. Révoltez-vous contre l'art. Dada est la décomposition volontaire du monde des concepts bourgeois. Provocation suprême, l'archange prussien. Une sculpture pend du plafond et représente un officier allemand empaillé, à tête de porc. Les Berlinois sont choqués par la violence qui se dégage des œuvres hantées par les atrocités de la guerre. Les organisateurs de l'exposition sont inculpés pour outrage aux forces armées du Reich. L'homme n'aime pas se voir tel qu'il est. Il n'aime pas l'idée que derrière l'épiderme et l'abdomen rebondi, il y a une machinerie qui suce, qui pompe et qui pue, les intestins. L'année 1920 est sans conteste l'année la plus féconde de Dada. Et c'est en cette fin d'année que Tristan Tzara, ingénieux propagandiste du mouvement, celui qui a favorisé son expansion internationale, mûrit son projet le plus ambitieux. D'un mouvement qui prône la destruction de toutes les valeurs existantes, il veut créer un livre, une anthologie cosmopolite de 160 pages. Le Dada Globe, qui réunirait en un seul ouvrage les œuvres et les récits des dadaïstes du monde entier. Chaque page doit exploser, soit par le sérieux profond et lourd, le tourbillon, le vertige, le nouveau, l'éternel, par la blague écrasante, par l'enthousiasme des principes ou par la façon d'être imprimé. Mais ce projet grandiose qui devait être édité à 10 000 exemplaires ne vit jamais le jour, faute de moyens. C'est à Paris, à la bibliothèque Jacques Doucet, où sont entreposées les archives de Tristan Tzara, qu'Adrienne Sudalter, historienne de l'art américaine, a démarré ses recherches dans le but de mener à terme, un siècle plus tard, ce projet de livre inachevé, le Dada Globe. À partir des nombreuses notes et des listes établies par Tristan Tzara, elle tente de reconstituer les pièces d'un puzzle, afin de se rapprocher le plus possible du livre rêvé par son auteur. En novembre 1920, Tristan Tzara, Francis Picabia, Georges Ribemont de Seigne et Walter Serner ont envoyé des lettres de sollicitation aux dadaïstes du monde entier. Il est surprenant, quand on lit ces lettres de sollicitation, que Tzara ait très spécifiquement demandé 4 catégories d'œuvres: autoportrait, dessin, photographie d'une œuvre et mise en page. Puis 2 types d'œuvres littéraires, prose et poésie. Ça peut sembler très strict, pas très dada, mais en fait, ce qu'il avait en tête, c'est que les dadaïstes seraient en quelque sorte plus créatifs avec quelques contraintes. Quoi de plus excitant pour un esprit dada que de jouer avec les contraintes? De tous les coins du monde, les dadaïstes répondent à Tristan Tzara avec enthousiasme et lui envoient des œuvres et des textes qui vont rivaliser d'audace et de fantaisie. Nos chevaux avaient des roses dans les oreilles. L'amour voilait mes yeux d'un bandeau de misère. Je suis mon Rian Saint-Pierre, équilibriste martyr de la peinture abstraite Sainte Vierge de l'urinoir Montrouge. J'ai montré à mes ennemis amis que rien n'existera sauf moi-même, dans la pipa peinture merdiale. Je crois à la femme, à la position et à la mesure des sexes à 69. Et
au dieu sperma théosophique. Saint-Pierre de la ligne droite. Bien sûr, il y a de l'humour, mais la toile de fond de ce mouvement, de ce projet, n'est pas vraiment drôle. C'est presque désespéré. C'est à Zurich, berceau de Dada, que le Dada Globe va être enfin édité. Comment faire pour s'approcher au plus près de ce que voulait Tristan Tzara? S'il a laissé quelques indications sur l'emplacement des œuvres dans le livre, la mise en page générale et en particulier la disposition des textes reste à trouver. So we use also this space. Here we're up to now. We're 2 poems in 1 picture, and now we have 1, 2, 3, 4 plus 1. We said before that whenever we have instructions by Tzara, we'll follow them. Okay, that was our which attitude we should have. We don't want to do a Dada fake. We don't want to make people believe it's Tzara who did it. It wouldn't be like this anyway, you know, and it would be also wrong because it would fool the reader somehow. This is so important, at least to get the feel of a Dada page, Yeah. and they would not have had empty space. Yeah. They would have fit all they could, so, yeah. Parallèlement à l'édition du livre, le musée d'art moderne, le Kunsthaus Zurich, organise l'exposition des œuvres créées pour le Dada Globe. Adrienne Sudalter a passé 5 ans à les retrouver. Elles étaient éparpillées entre collectionneurs privés et musées. Dadaistisch sei dies Liedlein, das ich euch zum Besten gebe. Auf 2 Flügeln wie ein Flieglein, steig es langsam in die Schwebe. Je suis Dada, Adada, Anada, Anana, Amanda n'avait qu'un défaut. We were able to increase the light, the presentation. This dimension we increased a bit. Better than I've ever seen it. This one we've conserved. Oh, it looks good. It's still fragile, still has to be handled with great care because everywhere it was all folded and sent in the mail. So these creases are part of the work, but the creases in old, weak papers are also where tears appear. Si je devais mesurer l'importance du Dada Globe, les raisons pour lesquelles ce projet nous passionne, c'est parce qu'il a été particulièrement productif. Les artistes ont créé des œuvres pour lui. Certains ont envoyé des photos d'œuvres déjà existantes. Mais d'autres ont répondu à l'appel en créant des œuvres nouvelles. Et de nombreuses icônes du mouvement Dada ont été conçues pour le Dada Globe et n'auraient jamais vu le jour sans le Dada Globe. Le meilleur exemple est sans doute le Rossignol chinois, un collage créé par Max Ernst pour le Dada Globe, qui est devenu bien après Dada une image phare du surréalisme. Le collectif Dada meurt en 1923, après seulement 7 années d'existence. La magie qui a réuni des individus aussi créatifs et aussi différents s'est éteinte. Des luttes d'ego et de pouvoir sont venues ternir ce cri de révolte, et chacun a repris sa route. Comme l'a dit Tristan Tzara, Dada est un chaînon dans le long parcours de la transformation des idées. Cet esprit Dada, cette gestuelle Dada a toujours perduré. Il y a eu une sorte de réincarnation dans le surréalisme, et puis plus tard chez les lettristes, dans le situationnisme, dans la Beat Generation avec Brian Gazing, chez Fluxus, qui se réclamait du néo-Dada in Music and Art, et même dans le punk. Si on regarde ce qui se fait aujourd'hui, on pourrait dire que l'art de la performance s'y réfère, bien sûr. Tout comme des activistes créatifs, tels que les Yes Men ou les Pussy Riot. Donc cet esprit de rébellion perdure. Aujourd'hui, on peut dire « Dada est mort, vive Dada ».
Perium, perium, peri, pernumum. Aprepti pervere, oh no, Golblan, poc, comport, pericul, optere meglepanunum, tnu, tnumt. Ceci n'est pas un escalier, mais une fourchette. Ich halte dies für keine Treppe, sondern für eine Gabel. C'est une cuillère. Das ist ein Löffel. Pour toute information, s'adresser au Sans Pareil, 37 avenue Kléber, téléphone Passy 25 22.